Dans cette perspective d'un grand océan numérique, comment voyez-vous l'évolution des trafics des données sur le réseau? Donc visiblement peut-être plus de contenu, mais aussi d'autres usages. Oui, merci. Avant de parler de l'évolution des réseaux et la 5G dans 5 ans, je pense qu'il est important d'expliquer où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau mondial, plus de 60%, donc une claire majorité de la connectivité mobile se fait à travers les réseaux 2G. À peu près 30% sur les réseaux 3G et uniquement 5% sur les réseaux 4G au niveau mondial. Si on regarde ces chiffres au niveau européen ou Europe de l'Ouest, c'est à peu près 20%. La connectivité sur les réseaux 4G LTE est 20%. Ça signifie qu'on est au début de l'aventure. Et aux États-Unis, c'est 50%, ça y est, en LTE. Comment? Aux États-Unis, c'est 50%. Oui, alors, quand je parle des 20% du LTE, une raison claire, c'est que l'allocation et l'utilisation des fréquences, je crois que la ministre a parlé des 800 et du délai d'obtention des fréquences, a joué sur, on va dire, l'implémentation et l'utilisation de ces fréquences. On estime que d'ici à 2019, à peu près 60% de la connectivité se fera sur les réseaux 4G, LTE et LTE Advanced. Pour en arriver là, il y aura un investissement. On pense au niveau mondial qu'à peu près 1 000 milliards de dollars seront investis sur une période de 5 ans pour développer la 4G. La 4G sera une base fondamentale pour l'évolution des réseaux et pour le passage à la 5G. En termes de consommation, où sommes-nous aujourd'hui? En Europe, c'est à peu près 1 giga de consommé sur les réseaux mobiles par mois en consommation mensuelle par utilisateur. On pense que d'ici à 4 ans, 6 gigas sera la valeur à peu près commune à toute l'Europe de l'Ouest. En termes d'usage, premièrement, le confort d'usage, quand on passe vers ce mobile large bande, des temps de latence réduites, une meilleure connectivité, une facilitation d'accès à un certain nombre de contenus, y compris le contenu vidéo. Je crois que c'est important. Et puis, d'un point de vue opérateur, également, une réponse à cette demande. Cette réponse se fait, et on en a parlé ce matin, enfin François Roncy l'a évoqué, qu'on avait un certain nombre de bandes, une gamme de bandes, on va dire, limitée, mais globalement harmonisée. Ça nous permet de faciliter la création d'écosystèmes. Et la bande 700 est une bande absolument clé pour les opérateurs mobiles, car l'écosystème est déjà en place. Ça veut dire que la bande est déjà harmonisée, mais également les équipements sont disponibles. Des smartphones nouvelle génération ont déjà cette bande intégrée. Ça veut dire que la transition pour l'utilisation de cette bande sera beaucoup plus rapide que pour le 800. Et également, on va dire, l'utilisation de nouvelles fréquences. On a parlé de la bande L, qui est également globalement harmonisée sur les 3 régions internationales et qui permettra également une augmentation du débit pour les usages mobiles. Et enfin, la bande C, 3.4, 3.6, 200 MHz, qui nous permettra également de faciliter sur des zones capacitaires l'utilisation de nouveaux usages. En termes d'usage, la vidéo, comme j'ai mentionné, également pour la 5G, on voit l'utilisation de machine-to-machine, donc de communication d'Internet des objets, et je crois que ça fera l'objet dans ce débat d'une question précise, mais on voit que la multiplication des objets connectés va s'accompagner non seulement d'une multiplication de la connectivité, mais également d'une multiplication du débit associé. Ça veut dire que chaque objet ne transmettra sûrement pas uniquement quelques kilooctets, comme c'est le cas aujourd'hui, mais dans un futur, on va dire, un peu lointain, d'ici 4-5 ans, enfin, lointain pour nous en tous les cas, il y aura une certaine connectivité et une certaine demande de bande passante pour chaque objet connecté. Concrètement, ça signifie un besoin d'amélioration de la solution technique, mais également une réflexion sur l'usage des bandes et l'accès à de nouvelles bandes. Et sur ces améliorations techniques, peut-être Ulrich, et puis on passera ensuite la parole à Daniela. Bon, merci. Permettez-moi de parler en anglais, s'il vous plaît. Ça, c'est plus facile pour moi. Yeah, so for Nokia, we are very pleased actually to see both Germany and France moving straight ahead with 700 megahertz. And we expect some Scandinavian countries to follow soon, and hopefully this sets then precedents in the European Union to really also go along this RSPG opinion to have the band transformed around about 2020 for mobile broadband, because mobile broadband really can make a lot of use of that band. It's not only
more of the same in terms of better coverage with high data rates in maybe more remote areas in 700. But we have the opportunity to build public safety networks in this band. So we see quite a contribution to the broadband targets of the European Union and of European member states, where in rural areas it's very difficult to bring fiber to like remote farmhouses, where actually radio can help, and LTE Advanced really can make use out of these resources in 700 and 800 megahertz, building the bandwidth required to support something like 30 megabits to a home. So we see a real good trend in this direction to improve the networks for the people and give them better services, and at the same time provide these resources like for public safety. And then, well, looking at the World Radio Conference results on lower UHF, I think this had to be expected to some extent. There had been fierce discussions, but we had very clear indications from some regions, like this European Common Proposal, not to change the allocation and identifications in the band. We also had, before the World Radio Conference, like the RSPG opinion, stating that time scale maybe up to 2030, so kind of guarantee broadcast capability in the band from high tower infrastructure as we have it today with this review 2025. However, as Nokia, we strongly believe that there are opportunities to cooperatively look into well, more intense use of the band and look into a particular supplemental downlink in the big spaces that are left open from television. So I think it's 6 multiplexes in Paris. 6 times 8 is 48 megahertz in 320 today that are actively used. The rest of the band is somewhat required as guard bands between other stations in other regions. So there is space. We have operational in Munich a trial together with the Public Bavarian Broadcast and with IRT, so this research institute of the German-speaking public broadcasters, where in the 700 megahertz band, where there are 3 TV channels in the 700 megahertz band today live, plus 1 pointing into Munich from the mountains. So we were lucky enough to find a pair of 10 megahertz, so to operate there with commercial band 28, which is the 3GPP band for the 700 megahertz band. So we are able to operate that equipment, show even bidirectional communication. So the uplink is the more tricky part. There had to be some technical things to be done to be able to use that, but the downlink works very fine. And we use eMBMS, so the broadcast technology within LTE to broadcast certain content. At the same time, this network can deliver the reverse channel and can deliver interactive services. So we see that quite as a promising technical approach to look into this convergence that actually happens as stated before. So probably, well, it's pretty much the same content that people then also want to see on mobile devices. And then maybe one further thing, if you have that content on your mobile device, suddenly the mobile device becomes the kind of set-top box, because you can connect that back to the big screen. So you have rather than a remote control in your hands, you have actually the television receiver in your hands with a very nice user interface that especially young people are very familiar to use. You can do text integration, let's say, into TV shows, because now people don't have to frickle around with 4 colored buttons on a remote control, but really can use their phone to, for instance, vote on certain things or send messages into a show. You even have a camera, you have a microphone, so you can even think of new live formats for television shows. You could do gaming against some popular TV star online with these type of TV receivers, I would call it, that we all carry in our pockets. So this is where we believe something can happen and should happen way before these roadmap that has been outlined by Pascal Lamy. So respecting, let's say, the high tower infrastructure, which will remain important for some people for some time, but at the same time really look into more efficient use of the UHF band together. Okay. Well, Daniela, I think you wanted to answer too.
Maybe a short answer. Oui, merci. Décisément, nous, la communauté du satellite, voyons bien l'émergence pas d'une seule technologie en termes des réseaux du futur, mais d'une combinaison de différentes technologies qui vont amener les différents produits, applications, y compris les produits innovants. Ça a été évoqué, la télévision ultra définition. Et tout cela sera amené en termes d'accès et de connectivité par un mix technologique qui va favoriser la meilleure utilisation pour l'utilisateur final. Beaucoup d'accent est mis en termes de capacité, de système capacitif aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore une question de connexion, qu'en Europe, on a encore 38% de l'Europe qui n'a pas accès aux services basiques de large bande. Cela, c'est véritable pour les zones rurales et dans les zones éloignées. Et donc, c'est déjà un prérequisite de mettre à disposition un réel accès au broadband pour l'Europe même. Et le satellite, bien sûr, se positionne naturellement en termes de backhaul pour les réseaux sans fil, mais aussi en termes de solutions hybrides, des réseaux qui voient l'ensemble les capacités de réseaux de diffusion naturellement amenés par satellite pour la distribution et des contenus, couplés avec des réseaux large bande pour l'interactivité, et tout ça pour fournir la couverture nécessaire, particulièrement dans les zones pas couvertes aujourd'hui, et d'une façon aussi économiquement efficace, viable et plus rapide d'accès au marché. Parfait. Et l'Internet, je vais poser une question à Georges, des objets nécessitera que les réseaux gèrent de manière plus efficace. En fait, c'est ces centaines de milliards de connexions. Enfin, je ne sais plus comment on les chiffre. J'ai même trouvé un analyste qui m'a sorti 1200 milliards d'objets connectés en 2022. Donc, partant de là, tout est possible. Donc, comment gérer tout ça à l'arrivée ? Merci pour la question. En fait, quand on parle d'ailleurs de ces chiffres, juste pour commenter là-dessus, puisque en principe, l'idée d'objets connectés, c'est tout est connecté, même les chaussures, les tables, les chaises, la bouteille d'eau, etc. Donc, c'est en compte des objets, donc tout est permis, quoi. Donc, en partant des chiffres quand on dit 20 milliards, ou 30, ou 40, ou 100 milliards, donc c'est la même problématique. Ce qu'il faut savoir, en fait, quand on passe d'un monde où la première demande, c'est vraiment débit. C'est ce qu'on a eu l'habitude avec les smartphones, avec tout ce qui est, je dirais, l'axe majeur qui nous a préoccupés et qui nous préoccupe même actuellement et pour le futur, parce qu'on n'est pas arrêté là avec plus de débit, d'où les tendances 5G pour faire encore utiliser mieux la fréquence et faire encore plus d'efficacité, monter encore plus en débit. Là, on rentre dans un autre domaine complètement différent où la contrainte, c'est le nombre. Mais on peut dire toujours en première idée de dire les objets, ils n'ont pas besoin de beaucoup de débit, mais en fin de compte, on a toute une échelle, en fait, c'est-à-dire d'avoir ce que j'appelle un peu une scalability en fait, de nombre des objets, parce que vous allez avoir l'objet qu'il faut juste envoyer juste une alarme, jusqu'à objet qui, suite à une alarme, qu'il va tourner à une caméra pour dire qu'est-ce qui se passe à côté de cette alarme, pour surveiller. Et donc, et quand on prend le nombre de ces objets, il faut savoir que tout n'est pas destiné à être connecté directement sur un réseau cellulaire, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, on arrive à ces chiffres-là. Donc, vous avez beaucoup d'objets qui peuvent se contenter d'une connexion Bluetooth, une connexion locale à une gateway qui est le smartphone que vous avez ou bien une gateway à la maison et qui iront derrière. Mais on est sûr et certain qu'il y a un grand pourcentage de ces réseaux soit pour offrir des applications, donc des applications où il y a de la sécurité, où la qualité de service compte, ou parce qu'on est en monde, on n'a pas on est dehors, on n'a pas un gateway, on n'a pas le téléphone avec nous, et là, il nous faut une connexion au réseau. Et là, à ce moment-là, il y a évidemment toutes les notions de sécurité qui se rajoutent, toutes les notions d'assurer ce grand nombre de connectivités. Mais une chose aussi à garder, qui est l'impact de la fréquence. Ces objets vont se retrouver un peu partout. Donc, les choses indispensables pour connecter ces objets, d'avoir un très très faible coût, très faible consommation. Donc, ces objets, la connexion, le modem qu'on va mettre dans cet objet-là doit être très très simple. Donc, il faut une grande harmonisation de la bande de fréquence. Il ne faut pas qu'il y ait 5, 6, 20 qu'on peut se permettre dans un smartphone. Là, il s'agit peut-être d'une fréquence, voire deux au niveau mondial. D'où l'effort de
de la normalisation européenne mondiale qui est indispensable pour assurer ça. Deuxième est évidemment avoir des coûts liés à ça. Donc on est en train de parler de modem qui est inférieur à 5 $ en fait pour connecter un objet, le modem en entier. Donc il faut, d'où la simplicité. Mais en même temps, ces objets sont partout, donc il faut de la basse fréquence. Donc il y a une tendance plus, à mon avis, de pousser, de garder de la fréquence basse pour ces objets connectés et qui vont se multiplier partout pour assurer leur connectivité et assurer une pénétration indoor grâce à la basse fréquence. Bon, avant d'essayer d'aller voler les fréquences basses à Olivier Huard, je vais demander à Philippe Dissler quels seraient les impacts en fait, de cette IoT sur les fréquences. Donc. C'est un peu difficile de donner une réponse aujourd'hui. Il y a déjà une bande de fréquences dans les 860 bandes de fréquences libres qui est utilisée effectivement par certains acteurs. Et je crois qu'il y a un processus de normalisation en cours au sein du 3GPP qui semble assez prometteur, dans lesquels les fréquences mobiles déjà attribuées effectivement aux acteurs pourra accepter de voir se glisser effectivement des objets connectés, ce qui serait une solution je dirais, très intéressante si elle va jusqu'au bout de sa logique. Enfin, comme le rappelait le précédent interlocuteur, ce que sera la 5G aujourd'hui est en cours en phase de construction entre l'extension des réseaux mobiles macro aujourd'hui avec plus de débit, donc passer de la centaine de mégas au giga, des mécanismes pour assurer la continuité de l'expérience utilisateur, quelle que soit la technologie effectivement hertzienne sous-jacente, ou effectivement le développement d'objets connectés qui auront des propriétés assez différentes, puisque quand on parle de ce qu'on voit aujourd'hui, donc qui sont des compteurs faible consommation, faible débit, mais si on parle de voitures connectées avec des contraintes temps réel et contraintes de sécurité, ça ne sera pas les mêmes contraintes effectivement sur le réseau. Donc, mais je rejoins effectivement les précédents interlocuteurs. Ce qui est important, c'est d'avoir des solutions en matière de fréquence qui soient harmonisées au niveau mondial, surtout quand on parle de marché d'électronique grand public avec des centaines de milliards d'objets. Et pour l'équipementier Nokia, qu'est-ce que ça va être ces nouvelles fréquences? Plutôt des fréquences hautes, plutôt des fréquences basses? So for coverage, certainly low bands are very good, and often these, well, if you think of electricity meters or so forth, you could imagine they're even in basements. So maybe you have to go deep indoor even to reach them. So again, I think the 700 megahertz band opened some opportunities, and maybe interesting from a 3GPP perspective. There recently had been an agreement on a so-called now narrowband IoT standard that really offers two opportunities. Let's say standalone operation in a dedicated band, so with just carriers like 200 kilohertz wide. Or you can build that into an LTE system of a much larger bandwidth, for instance, in the 700 megahertz band. So we expect that from this economies of scale of 3GPP technologies, we will really be able to reach these requirements of very cheap modems for Internet of Things to be able to support these billions of devices that are projected. Alors, Olivier Huard, est-ce qu'on va vers une convergence des réseaux, des réseaux agnostiques qu'on partagerait entre télécom et télévision? Moi, je crois que la situation va devenir de plus en plus mosaïque. Nous, on travaille sur 5 pistes, sur 5 drivers clés du développement du secteur de la télécom. Le premier, c'est l'hyperconnectivité. Tout le monde en a parlé, mais au-delà de la connexion des hommes, au-delà de la connexion des serveurs, il y a la connexion des objets. Donc, on est, nous, présents comme fournisseur donc, de réseaux physiques pour des acteurs tels que Sigfox, Covision. On travaille aussi avec les opérateurs mobiles plus classiques sur la bande LoRa. Il faut savoir que on en parlait en préparation, mais il y a plusieurs dizaines de normes dans le monde sur l'Internet des objets et probablement elles devront converger à venir. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est on voit clairement une multipolarisation en fait du marché, de l'accès à la fréquence
fréquences avec le très très haut débit, les très grosses fréquences, fréquences très élevées au-delà des 4, 5, 6 GHz pour tout ce qui est vidéo, télévision, etc. Ensuite, on a le très bas débit, alors qu'il peut être pas si bas que ça, mais je veux dire, ça reste encore c'est pas le kilobit, mais c'est pas non plus le terabit avec l'Internet des objets, donc les bandes plutôt basses, et puis les usages plus moyens, plus classiques de data, voix, plus et vidéo moins gourmandes dans les bandes intermédiaires. Donc là, clairement, on est également positionné sur le sujet. Le troisième élément, c'est la refonte des architectures des réseaux mobiles liées avec l'évolution vers la 5G. Enfin, la 2G avec le GPRS et l'Edge, c'était un peu le RNIS sur le mobile. La 3G et la 4G, c'était un peu la DSL sur le mobile. La 5G, ça va être la fibre sur le mobile. Et donc, on voit très fortement une explosion des débits qui veut dire finalement l'accès à des fréquences toujours plus hautes. On n'a pas arrêté d'en parler. Les fréquences beaucoup plus hautes ont des pouvoirs couvrants beaucoup plus faibles. Donc, ça veut dire une multiplication probablement du nombre de points hauts dans tous les pays significative devant nous, et l'incapacité probablement pour les opérateurs mobiles de multiplier par 2 ou par 3 leur facture sur ces points hauts. Donc vont revoir très fortement l'architecture de leur réseau dans le monde rural, dans le monde semi-urbain, dans le monde urbain, et on voit bien toutes les problématiques aujourd'hui en environnement confiné, dans les métros, dans les grands centres commerciaux, la capacité que les collectivités locales ont essayé de valoriser leur mobilier et leur immobilier. Donc ça, c'était la troisième tendance importante. La quatrième tendance, c'est toujours dans ce monde mosaïque, la complémentarité entre les modes broadcast et les modes broadband. Un chiffre très simple, mais si vous voulez faire passer toutes les chaînes de télé live aujourd'hui sur les réseaux télécoms, qu'ils soient fixes ou mobiles, ça demanderait, d'après nos calculs, et estampillé par des autorités extérieures, 100 000 pétabytes. 100 000 pétabytes, c'est un quadruplement de tout le trafic Internet aujourd'hui existant, fixe et mobile. Et si vous le valorisez aujourd'hui au coût du CDN, ça veut dire ça coûte 10 fois plus cher, ça coûterait 2 milliards par an à la collectivité, ça coûte 10 fois plus cher que finalement ce que ça coûte en termes de diffusion hertzienne. Donc on voit bien que là aussi, on assiste à une mosaïque en fait des solutions techniques, et les solutions trouveront leur rôle, leur complémentarité. Et la dernière tendance, c'est bien entendu l'extension de toutes ces tendances également, et y compris au réseau de sécurité, le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, puisque de toute façon, on voit bien que tout ce qui touche en fait aux accès donc à des besoins toujours plus gourmands en fréquences tels que la vidéo, eh bien, ça fait également partie des demandes des réseaux de sécurité civile et militaire. Donc, moi, là-dedans, ce que j'entrevois, c'est que voilà, on a maintenant 8 ans, 10 ans pour préparer ça. Ne revivons pas par pitié sur le 500 et le 600 ce qu'on a vécu sur le 700 ces derniers mois. On a de quoi développer une vision industrielle, partagée, responsable, collective. On a des supports législatifs avec la loi de modernisation de la TNT qui ancre le rapport Lamy. On a les résultats de la CMR. La télé, c'est le fil de notre vivre ensemble, hein, en France, hein, et puis l'hertzien, c'est le service universel de la télé, et c'est aussi le soutien à la création. Donc je voudrais un peu, pour paraphraser peut-être Omar Sy dans un film comique assez récent, je dirais pas d'UHF, pas de TNT, hein, et puis pas de TNT, pas de télévision dans les campagnes, et pas de financement du cinéma. N'oublions jamais. Bien. Je crois que le message est passé. Je vais quand même me tourner vers Soline Olzanski, parce qu'on parle aussi donc beaucoup de mutualisation des ressources. J'ose à peine prononcer le mot de consolidation du marché des télécoms, parce qu'aujourd'hui c'est un peu brûlant. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou une réalité. Et en quoi la mutualisation du spectre peut, selon vous, être envisagée ? Alors, déjà, un élément de contexte. Hein. Boine est un acteur. Alors, nous, on est professionnels, utilisateurs finalement de ces réseaux-là. Donc, nous sommes opérateurs intégrateurs, ce qui signifie que pour des professionnels qui soient
du transport aérien, qui soient des transporteurs logisticiens, des gens de la logistique ou des centres commerciaux. Nous réalisons des réseaux comprenant du matériel, du réseau, des applications et du service. On apporte une solution globale. Et le réseau, le spectre, finalement, c'est ce que vous évoquiez il y a un instant, c'est le fuel qui est au milieu. Pour ces réseaux, en fonction du type de réseau qu'on va exploiter, on va utiliser des technologies différentes. Aujourd'hui, on a 150 millions de connexions par an sur le Wi-Fi. Donc on est un acteur fort de réseau et de spectre libre d'une certaine façon, qu'on va pousser au maximum de ce qu'on arrive à faire dessus. On est évidemment également MVNO. Et puis, dans un certain nombre de cas, on va exploiter des réseaux dits de sécurité qui sont encore aujourd'hui basés sur des réseaux Tetra, qui sont des réseaux qui ont fait leurs preuves, on va dire ça comme ça, qui sont stables, robustes, qui pour autant pourraient permettre d'apporter davantage d'opportunités si on les migrait vers des réseaux 4G, 5G, que sais-je. Et c'est ce que nous avons expérimenté en fait, il y a un an, en faisant sur 2 plateformes différentes un test de migration de ces réseaux Tetra et des fonctionnalités de Tetra sur des réseaux 4G. Avec une anticipation, alors pour certains, pour les experts, sur la release 9 et 10, qui sont des releases standards existantes aujourd'hui, pour une autre plateforme en anticipant ce que sera la release 13, donc la release à venir, reprenant davantage de fonctionnalités de ces réseaux-là. Mais disons que ce que nous avons fait, finalement, c'était apporter la preuve que ces réseaux-là pouvaient migrer vers des réseaux s'appuyant sur des kits, on va dire des technologies grand public, pour autant en faisant état de règles d'ingénierie un peu particulières. Et je vais juste y passer un instant, si vous voulez bien. Je pense que ce qui est important aujourd'hui pour les réseaux de sécurité, le premier, c'est la continuité de service. On l'a évoqué, c'est le point clé. Après, il y a des questions évidemment de couverture. Je prends les cas, par exemple, des aéroports parisiens, qui sont, nous sommes une filiale à 100% d'aéroports de Paris, donc c'est notre première zone d'activité aujourd'hui. Le premier point clé, ça va être la couverture. Évidemment, ces réseaux professionnels et de sécurité vont avoir des niveaux de couverture qui vont être un peu différents. Nous, on va aller jusqu'au trieur bagage, ce qui n'est pas du tout la mission de réseau classique. La deuxième mission de ces réseaux-là, ça va d'avoir une continuité de service un peu exceptionnelle qui va être liée à des règles d'ingénierie très différentes, un niveau de redondance qui ne sera pas le même, un niveau d'exploitation et des modes d'exploitation qui vont être assez différents, avec du 7.7, 24/24. Et puis, in fine, tout ça va s'appuyer sur un réseau finalement qui peut être partagé avec des acteurs, on va dire, similaires, professionnels, avec des règles de priorité, de préemption, mais qui pour autant ne pourra pas être partagé avec tous. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que finalement, je prends un exemple simple, quand vous êtes sur un aéroport parisien, qu'il y en a 380 qui descendent, vous avez 500 personnes qui descendent au même moment, au même endroit. Quand vous avez une crise, comme la crise neige, vous avez d'un coup des milliers de personnes qui vont être concentrées à un endroit unique. Et bien entendu, assez souvent, en fait, ce genre d'événement un peu exceptionnel va se traduire par un effondrement du réseau. Non pas que le réseau que le réseau classique, entre guillemets, soit mal conçu, c'est simplement que ce n'est pas sa vocation. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas passer sur une même technologie, sur une même infrastructure, de 3 à 5, 10 utilisateurs à 1 million, sans qu'il y ait un effet de basculement qui soit assez difficile et douloureux. Donc notre vision, c'est de dire que finalement, ces réseaux de sécurité doivent s'appuyer effectivement sur un spectre dédié, et donc des fréquences dédiées, qui doivent être des fréquences qui vont être en dessous d'1 GHz, pour des raisons que vous comprendrez, de propagation radio évidente. Et par contre, que ces réseaux-là, une fois qu'ils sont dédiés, peuvent être partagés, on va dire, pour le plus grand nombre, et en particulier avec les professionnels. Il va de soi que les pompiers des aéroports parisiens, par exemple, dont nous gérons le réseau Tetra, ne vont pas être en opération tous les jours. C'est heureux, nous n'avons pas tous les jours un accident, et de ce fait, pendant ce temps-là, finalement, le spectre peut être utilisé pour les autres professionnels qui se trouvent à peu près au même endroit et qui ont finalement des besoins assez similaires. Donc voilà, c'est un peu je crois que c'est un peu vers ça que nous allons. Alors, quels sont les prérequis? On l'a dit, c'est d'une part effectivement un spectre dédié, c'est le point majeur, c'est le point de départ. Un spectre qui soit en dessous d'1 giga, et également des règles de partage finalement entre les acteurs et de mutualisation, alors qui vont faire intervenir finalement des éléments techniques. On a parlé tout à l'heure de release 9, 10, 13. Donc il y a entre guillemets de la standardisation internationale et également de l'harmonisation, parce qu'un autre point clé
et que tous ces acteurs en France, mais également à l'étranger, fassent appel à un écosystème de constructeurs, d'équipementiers qui soit un petit peu homogène, ça va nécessiter, et on sait que là-dessus, la NFR fait de gros travaux et de gros efforts, mais évidemment, on a besoin que cette harmonisation internationale nous soutienne, parce que sinon, on va se retrouver effectivement avec des équipements qui vont être très exotiques et qui n'auront pas du tout le bénéfice industriel et la performance industrielle que nous attendons tous. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ça pour nous les points majeurs. Et je pense que le dernier point, c'est aussi une évolution de nos modèles. Et ça, c'est un point qui est... Il y a les points techniques, il y a les points d'harmonisation, et il y a un autre point qui est l'évolution de nos modèles. Je vais vous donner un exemple. Sur les aéroports parisiens, il y a à peu près aujourd'hui une dizaine de réseaux radio professionnels. À l'échelle française, aujourd'hui, vous avez 25 000 réseaux dits PMR, donc Professional Mobile Radio, qui sont exploités. Ces réseaux sont tous exploités avec des bandes de fréquences extrêmement, des canalisations extrêmement étroites. On ne va pas pouvoir en l'état, selon le même modèle juridique, économique et les mêmes conditions de température et de pression, si je puis me permettre, de les migrer tous de l'ancien système au nouveau système. C'est techniquement impossible. On va faire donc, il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble, et c'est ce qu'on fait, par exemple, sur les aéroports aujourd'hui. Quelles conditions peut-on trouver pour mutualiser, partager ensemble ce service pour que finalement ces grands acteurs trouvent une solution adaptée, finalement dans un écosystème assez homogène de professionnels en charge de sécurité, de sûreté, mais également aussi et tout simplement de performance industrielle. Parce que, in fine, c'est également donner à nos industries, qu'il s'agisse d'un aéroport, d'une usine ou d'autres choses, les outils dont ils ont besoin pour être compétitifs aujourd'hui sur le marché international et national. D'accord. Vous parliez tout à l'heure je vais me tourner aussi vers Daniela, de spectre réservé. Est-ce que le satellite doit conserver sa position un petit peu défensive en termes de spectre dans le futur? D'abord, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'on partage, autant qu'Airbus Defence and Space, ancien Cassidian, on partage totalement ce qui vient d'être dit. En termes de réseau dédié, possiblement, la question, c'est aussi les disponibilités budgétaires. Donc, on comprend bien que les agences aujourd'hui de sécurité se tournent clairement à d'autres solutions. Ils hésitent un peu à embrasser des solutions plus commerciales, ou en tout cas rentrer dans des réseaux opérés par des opérateurs commerciaux, et là aussi voir sous quelles conditions éventuellement, soit en ayant eux-mêmes accès à du spectre dédié et après le partager justement avec d'autres professionnels, ou en étant eux-mêmes clients, si on veut, des opérateurs cellulaires. Mais là, après, la question, c'est quel type de fonctionnalités seront disponibles pour répondre aux besoins très forts de sécurité, de robustesse des réseaux, de latence, basse latence, etc. Donc, effectivement, le sujet est très intéressant et très actuel. Je ne crois pas qu'il y ait une solution aussi évidente encore. La mutualisation peut être des besoins et des interlocuteurs peut être une solution à explorer dans le futur. Par contre, par rapport à la situation du satellite, on a eu un CMR, ça a été évoqué, qui a sûrement trouvé l'optimum de Pareto, parce que le satellite a réussi à prouver son évidence, sa relevance, je dirais, aux administrations, aux gouvernements qui ont pris des décisions dans le cadre de la CMR, et notamment autour du débat qui habitait pendant de longues années les travaux de préparation sur la bande C. Néanmoins, ça a été évoqué, la partie basse de la bande C a été harmonisée de façon globale pour le mobile. Donc, c'est une bande perdue pour le satellite dans ce sens. En même temps, le satellite a réussi, et c'est sûrement le succès de l'industrie, et tout le monde s'en approprie un peu dans notre secteur, on a réussi à se mobiliser de façon globale et donc à être vraiment relevant et visible en termes globaux et dans les débats au niveau régional, sous-régional, et puis pendant la conférence et les négociations. Il faut quand même, et je souhaite le souligner, que le satellite
a une allocation exclusive de spectre entre 1 et 5 GHz seulement de 3% du spectre. Donc le satellite partage le spectre avec d'autres utilisateurs, et notamment avec les réseaux terrestres. Notamment entre 1 et 10 GHz, le satellite n'a aucune allocation exclusive de spectre. Donc nous partageons le spectre avec là où c'est possible, une coordination individuelle. Par contre, le satellite, et ça a été démontré dans les études, ça reste une actualité, ça le restera très longtemps, simplement ne peut pas partager avec là où les stations terrestres du satellite ne sont pas soumises à licence individuelle, sont ce qu'on appelle des stations ubiquitous, donc elles sont déployées de façon incoordonnée. Et là, dans ces conditions, on ne peut pas partager avec notamment les réseaux mobiles. M. Rancy nous a dit, quand le mobile arrive, d'une certaine façon, il pousse tout le monde dehors. Donc, les investissements sont engagés, les infrastructures sont déployées et les services, pas seulement, sont vraiment délivrés et sont présents. Et ça, c'était ce qui a été reconnu par les administrations, les pays membres de l'UIT. Le moment où ils ont pris une décision qui reconnaît à la base le fait que le spectre c'est un bien public et que c'est de la responsabilité des politiques spectrales publiques d'envisager des solutions qui mettent toutes les technologies dans une position de gagnant-gagnant, tout en assurant le service pour les investissements et les services qui sont réellement déployés au service des utilisateurs. Je ne dirais pas que le satellite est un gagnant, je dirais que le satellite est un des interlocuteurs importants des administrations quand ils prennent des décisions pour les informer, pour que les politiques publiques du spectre soient prises sur la base d'informations et par rapport aux nouvelles technologies, aux nouveaux services. On voit ça aujourd'hui en Europe dans le débat autour du 5GPP avec la Commission européenne. D'une certaine façon, personnellement, je déplore que sur les 19 projets de recherche et développement qui ont été sélectionnés, il n'y en a pas un seul qui voit la technologie satellitaire complémentaire du mobile terrestre, justement pour explorer le futur, les services innovants. Donc, je m'arrête là, mais c'est en ces termes que je positionnerai la CMR pour le satellite. Un bon endroit pour lancer un appel aux 19 projets. J'aurais voulu aussi poser une question à Georges sur les enjeux de sécurité, à la fois dans le domaine qui vont être posés par tout ce qui est Internet des objets et à la fois éventuellement sur des enjeux de partage de spectre. Donc, revenir sur tous ces enjeux de sécurité. Si vous voulez, c'est évidemment, si on est en train de parler de je ne sais pas combien de milliards d'objets, si les connecteurs à la maison sont connectés, la maison intelligente, la ville intelligente, que sais-je, les voitures qui conduisent son conducteur, qui roulent son conducteur, tout ça, bon, c'est ça de quoi on parle quand on rêve un peu 5G et au-delà. Et on ne peut pas envisager ça avec beaucoup plus de sécurité. Ce qu'on peut dire, en fait, de toute façon, que même dans les réseaux 2G, 3G, 4G qui sont déployés aujourd'hui, le niveau de sécurité, il est quand même d'une certaine qualité. Je ne sais pas combien d'exemples on a vu dans le monde où on a vu un réseau, je dirais 4G, hijacked d'une façon ou d'une autre, prise de contrôle. Donc, il y a dans le standard, surtout avec l'utilisation de la carte SIM, etc., un niveau de sécurité qui est poussé. Néanmoins, on est encore plus prudent. Il faut, là, on passe par exemple des notions de sécurité by design. On est en train de parler même que dans la puce elle-même, à l'intérieur du silicium, une partie, je dirais, de sécurité. Donc c'est un enjeu très très important. Et c'est ce qui permet de développer, je dirais, à grande échelle, les milliards d'objets dont on est en train de parler, entre autres. Et puis j'aimerais bien juste rajouter parce qu'on parle beaucoup de la basse fréquence, en fait, parce qu'évidemment, c'est la fréquence qui est très agréable pour tout le monde et qui est rare, donc il n'y a pas trop de place, donc tout le monde veut la garder. Mais en fait, il ne faut pas oublier que la 5G, un de problématiques de la 5G, si on veut faire de l'optique radio, ça veut dire utiliser le spectre encore de mieux en mieux.
Je dirais donc, c'est ce qu'on a toujours fait, d'ailleurs, de la 2G, 3G, 4G. Et quand on pense 5G, c'est de ça qu'on parle. En fait, c'est mettre dans les 100 kilos beaucoup plus que ce qu'on peut mettre aujourd'hui comme capacité. Et il faut savoir qu'une des technologies qui est la plus poussée là-dedans, c'est ce qu'on appelle le Massive MIMO, en fait, qui d'ailleurs la technologie MIMO, c'est ce qui a permis de faire la 4G, en fait, de faire les débits en 4G, entre autres. Mais on la pousse encore plus loin pour faire de Massive MIMO, où on est en train de parler de réduire l'interférence, de parler en one-on-one de la station de base à l'utilisateur. Donc on est plutôt dans le spatial et on va voir ce qu'on appelle, en fait, dans un terme encore plus générique, on peut parler des antennes intelligentes. Mais qui dit Massive MIMO antenne intelligente, ça veut dire mettre une antenne de 256 antennes dans le même endroit. Et donc si vous voulez faire ce niveau de challenge, il ne peut pas être fait avec des basses fréquences. Donc automatiquement, les hautes fréquences ont un intérêt particulier, à mon sens, pour la 5G, parce que c'est des fréquences qui vont permettre d'utiliser des technologies de Massive MIMO, de pouvoir monter encore plus en efficacité spectrale, donc pousser vers l'optique radio. Et donc il ne faut pas oublier cet aspect du spectre qui reste toujours très important, où il y a beaucoup de travail à faire, évidemment, dans l'axe de 5G. Vladimir, vous vouliez ajouter quelque chose? Merci. Compléter la réponse précédente. Concernant les gammes de fréquences, il n'y aura pas qu'un type d'usage, il n'y aura pas qu'une demande en fait d'utilisation, et on sera dans un réel patchwork, on va dire, de fréquences, incluant les fréquences existantes. Et pour faire le lien avec la thématique de l'innovation, je tiens à préciser que les opérateurs mobiles ont très fortement investi dans ce qu'on appelle le refarming. Le refarming, c'est utiliser de façon plus efficace le spectre attribué aux opérateurs mobiles. Un cas clair, c'est la fréquence 1800 MHz où cette bande était initialement attribué à la 2G et où on voit un écosystème donc, de 4G se déployer. Donc on aura une utilisation encore plus efficace à travers la 5G ou l'évolution de la 4G pour différents usages, qui peut être l'IoT ou l'ultra mobile broadband, dans les fréquences existantes. On aura également une montée en fréquence au-dessus de 6 gigas pour répondre, comme précisé par l'intervenant précédent, pour répondre à des besoins de Massive MIMO, de gérer cette capacité montante. Et en complément, on aura ces fréquences plus basses avec à moyen terme, long terme, cette rediscussion pour les fréquences en dessous de ces 100 MHz. Un point sur les fréquences basses, enfin, certaines régions, la région 2 des Amériques, un certain nombre de pays qui représentent plus de 50% de la population de l'Amérique, ont opté pour une allocation de cette fréquence. Concrètement, ça signifie qu'il va y avoir un débat sur la normalisation, qu'il va y avoir une discussion sur comment l'utiliser, quelle est la façon de l'utiliser, quel sera le plan de fréquence. Et je pense qu'au niveau européen, étant européen, il est aussi important, même si on n'a pas d'allocation coprimaire, même si on l'a repoussé la revue à 2023, de faire partie de cette discussion et d'avoir une vision claire de ce qu'on souhaite, de ce qu'on souhaiterait pour le futur de cette bande UHF. D'accord. Daniela, est-ce que vous pensez que le débat est trop eurocentré alors sur ces allocations de spectre et Sans doute. On a assisté à un début de conférence où il y avait une polarisation du débat autour de ce que c'était des ambitions portées par certaines régions, peut-être l'Europe, l'Amérique du Nord, vis-à-vis des autres régions. Le résultat, les débats ont prouvé effectivement que les décisions sont collectives et que donc le débat international et les dynamiques autour du débat autour du spectre doivent prendre en compte différentes réalités et, comme je disais avant, les investissements et les réels déploiements de services et critiques aussi pour les populations dans les différentes régions. On a vu que cette CMR s'était terminée avec des échéances qui sont à 2023. J'ai récemment eu un interlocuteur au téléphone que je ne nommerai pas qui me disait 2023, c'est une pure folie. Souvenez-vous, en 2007-2008, on était au début de l'iPhone.
Désolé Ulrich, Nokia était encore numéro 1 mondial du mobile. Regardez la façon dont les choses ont évolué et est-ce que c'est pas un petit peu... parce que cette notion de CMR qui se donne un rendez-vous tous les 3-4 ans n'est pas un peu dépassée. Donc j'ai attaqué Nokia, donc je vous laisserai prendre la parole en premier là-dessus, sur cette nécessité de peut-être accélérer ou au risque de froisser Olivier, d'aller plus vite sur les réallocations nécessaires par les évolutions des usages. Yeah, so I think I haven't said much on 5G spectrum yet, and there we are talking about the World Radio Conference 19 actually. So in this period from now to World Radio Conference 19, there is now a list of bands on the table which shall be studied for 5G, and well, we regret to some extent that there is nothing below 24 gigahertz, and that actually leaves a very large gap between what is C-band, around, well, up to 4 gigahertz, or so 3.4 to 3.6 gigahertz, and then in some parts of the world, maybe a bit more above and below. So up to 24 gigahertz, which is a factor of 6 in frequency. So that's something like if you go from 700, you take that times 6, you're at 4.2 gigahertz. So where you have these bands in between that carry all traffic of today, that would correspond to nothing in there. And then we are in the higher centimetric wave range, and in the millimetric wave range, there's quite a couple of bands identified, and also some with global harmonization potential. So we are very happy to see that. But there is this big gap. And the question also is, if we see the full picture, if we now look at the World Radio Conference results. So, for instance, the 28 gigahertz band, which had been very heavily debated, certainly in the World Radio Conference, I think it will not be off the table for certain countries and certain regions. So there will happen studies on 5G outside ITU, which may not be a very nice signal, because certain regions have not had the opportunity to really get support on this global base for such bands, and probably there will also be bands looked into maybe in between. And I think there is still sharing potential. So even if there are studies that say different things, we have promoted sharing quite a bit in other bands, like the 2.3 gigahertz band. So certainly the individual use has to be looked at very closely, but then there are concepts like license shared access that can give nice splits in geography, in time, in frequency. So, but then sometimes the hope is now that there is very clear guidance on what the World Radio Conference has said, that this may open doors also for discussions on between industries and look into additional opportunities in those bands that and band ranges which may be missing currently from the World Radio Conference results. And 5G we see not only as a matter of the telecom industry. So 5G actually will be needed to support a lot of industries. So it will be important and vital for European industries to succeed, for instance, in the car industry towards connected cars, in the machinery industry towards Industry 4.0, connected machines. So I think this is a joint effort that we need to look into and make that successful, and not have maybe another region now work on a band that allows for rather economical deployments of 5G, and Europe would then be behind because we only look at what a World Radio Conference has now provided for study. So we have to keep eyes very open what happens in the regions. We are a global supplier, so I'm sure we'll participate on whatever happens on the globe. In 5G, I think the European industry is much more bound to what actually can be deployed in Europe at what time. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose, Daniela? Non. Non, je vais poser la même question sur la pertinence de la périodicité des CMR au CSA et à l'ARCEP, et je vous interdis d'être d'accord sur la réponse. Non, de toute façon, il y a, comme ça a été, il y a 14 bandes qui sont, aujourd'hui pour l'ANT, pour la 5G, il y a 14 bandes qui sont à l'étude, donc il y a un temps pour lequel il faut faire les études de partage et après éventuellement adopter au niveau national des instruments réglementaires qui permettent ce partage. Donc le temps est nécessaire. Au contraire, je pense que même on va être extrêmement occupé
pour pouvoir avoir des résultats, parce que faire des études qui ne prouvent pas des conditions de partage possibles ne sont pas utiles ni à l'industrie ni aux administrations. Donc, voilà. Nous, on trouve que la périodicité est absolument excellente, puisque cette visibilité de 8 ans que nous avons, en équivalent années précédentes, compte tenu de l'accélération du progrès technique, c'est effectivement, comme vous le soulignez, une certaine durée. Et si vous me permettez, puisque j'ai le micro, je voulais revenir à l'horizon 2040 que vous m'invitiez à commenter tout à l'heure. Alors 2040, c'est plus l'infini sur cette échelle de temps, et rebondir sur ce qui avait été dit sur le développement de l'Internet des objets. Souvent, quand j'en parle autour de moi, les gens ont un peu de mal à comprendre à quoi ça va servir, puisqu'ils imaginent bien la voiture sans chauffeur, ils imaginent bien les lunettes Google, mais ils ne comprennent pas très bien pourquoi il y aurait des capteurs dans cette bouteille d'eau, dans cette table, dans le mobilier, dans le matériau, etc. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à l'horizon 2040, on le vivra, se profile derrière la révolution numérique la révolution suivante, qui est la révolution de l'intelligence artificielle, des nano-biotechnologies, et qui fait que nous vivrons avec des robots. Aujourd'hui, notre smartphone est le premier robot que nous utilisons. Il ne ressemble pas vraiment à une humanoïde, mais bientôt, nous aurons des robots de compagnie ou des robots d'assistance. Il faudra que ces gens-là, ils ne se cognent pas, ou ces machines-là ne se cognent pas dans les tables, puissent me tendre une bouteille d'eau. Bon. Donc il va falloir qu'ils aient des yeux électroniques, et donc des fréquences derrière, pour pouvoir communiquer avec les objets. Donc l'Internet des objets n'est pas une fin en soi, c'est un terrain sur lequel va se construire la révolution technologique future basée sur la grappe ou la convergence dite NBC, nano, bio, technologie de la communication. Merci. Je voulais rebondir sur les propos de Nicolas pour dire ce qui est important pour un régulateur, c'est donner de la visibilité. Et donc le processus, même s'il peut paraître un peu long à des yeux extérieurs de la CMR, et les résultats de cette CMR sont extrêmement importants. Donc donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs sur 8 ans. Et l'autre chose, c'est l'universalité des solutions. Si le prix à payer, c'est de discuter un peu plus longtemps pour avoir des solutions standardisées, c'est un prix qui est relativement faible. Donc visibilité et universalité des solutions. Et je crois que les cycles tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui sont dans un bon timing. Et il ne faut pas sous-estimer non plus les tendances lourdes de l'industrie. Quand on regarde un peu les télécoms, que ce soit dans le fixe ou le mobile, il y a une bonne partie qui est du hard, du génie civil, planter des antennes qui se rapprochent de plus en plus de l'utilisateur, creuser des tranchées ou tirer du câble sur un territoire comme la France ou sur un territoire comme l'Europe. De toute façon, ça prend du temps. Ce n'est pas tellement un problème financier, c'est déjà un problème opérationnel. Je suis presque déçue, l'ARCEP et le CSA sont d'accord. Georges, venez à mon secours. Est-ce que la périodicité de la CRM vous satisfait ou... Si vous voulez, mon commentaire en fait, là-dessus aussi, quand même, c'est vrai que le monde bouge et il bouge très vite, mais il faut savoir qu'avec derrière ça, quand même, il y a, quand on parle 5G, bon, d'ailleurs, c'est un peu le jeu, tout le monde parle, tout le monde fait même des démos 5G, mais on ne sait pas encore de quoi on parle. En fait, on parle de projets, on parle de densification de réseau, on parle qu'on va monter en débit, etc. Donc tout ça, il faut laisser le temps aussi à l'industrie aussi pour inventer le lendemain, même si des fois, on a l'impression qu'on peut aller très vite. Mais il y a une autre problématique qui, à mon avis, plaide dans l'échelle de temps, à mon sens, qui est le modèle des affaires. En fait, quand on parle des objets, on dit pourquoi tous les objets doivent être connectés, etc. Évidemment, c'est des questions, mais il faut savoir que derrière tout ça, il y a un modèle économique, il n'y a rien d'autre. C'est ce qui anime un peu les hommes, un peu partout, c'est de gagner, d'avancer plus, de changer le monde, mais derrière ça, trouver le modèle économique qui permet d'implémenter tout ça. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu qu'avec les objets, les milliards d'objets connectés, ça va pas, le modèle de business ne ressemblera pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui avec les classiques opérateurs qui nous donnent une carte SIM, qui nous donnent une connexion, un smartphone. Donc il y a tout ça à revoir. Demain, pour qu'il y ait un gars qui dit la bouteille d'eau, il faut la connecter parce qu'elle va nous dire quand il faut boire, c'est une idée qui semble bizarre pour moi. N'empêche, je suis sûr que si se trouve, il y a 10 gars dans leur garage, ils vont faire de ça un grand succès mondial. Sauf que pour qu'ils puissent le faire, il faut que ça soit facile pour eux. Il faut pas,
il faut qu'ils arrivent à parler avec l'opérateur, à trouver la techno, etc. Tout ça. Donc tout ça pour dire que le modèle des affaires en fait va complètement changer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une tension entre tous les gens qui travaillent dans l'écosystème, parce que tout le monde peut faire le boulot de l'autre. On ne sait pas qui est qui fait quoi, partant d'un service à une solution. Et je pense qu'il faut du temps pour ça, pour que le modèle s'impose. Donc maintenant, est-ce qu'il faut raccourcir? Pourquoi pas? Moi, je suis un homme très pressé d'habitude. J'ai envie de dire pourquoi pas le raccourcir. Mais quand même, il faut garder en perspective qu'il faut quand même malgré tout du temps, parce qu'il faut choisir une fréquence, il ne faut pas se planter, parce que si on choisit quelque chose, il faut savoir pour quel usage, pour quel modèle économique, pour quel service. Et si tout ça n'est pas clair, ben le choix automatiquement, il est caduc un an après le choix, quoi. Et justement, Soline, on parle de bouteilles connectées, mais Boine, vous aurez peut-être plus vu rapidement en face de vous des valises connectées et des objets divers et variés embarqués qui seront connectés. Et en matière de spectre et d'innovation, comment on gère, en fait, comment côté boîte vous gérez tout cet afflux de nouveautés et tout en même temps respectant la sécurité des passagers, histoire que la valise, on ne voit pas des ordres contraires à l'avion, ce qui pourrait être gênant. Alors effectivement, on gère, on réfléchit à la valise connectée, mais même au-delà de ça, on réfléchit à un grand nombre d'écosystèmes. Alors aujourd'hui, nous, on travaille sur du LoRa, mais qui vont permettre de gérer, on va dire, des assets. Donc quand vous êtes dans un bâtiment, que ce soit un aéroport, mais que ce soit finalement un centre commercial, que ce soit une usine, c'est à peu près la même chose. On veut savoir si l'escalator fonctionne, on veut savoir si l'électricité est allumée à tel endroit. On veut avoir une remontée finalement des portes ouvertes ou fermées et avoir une forme d'abord de gestion, on va dire, des infrastructures. Et à travers la gestion des infrastructures, on va chercher une gestion des opérations. Et je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'il y a une gestion des assets fixes. Après, on va gérer les opérations, c'est-à-dire les flux de personnes et ce que font vos personnels à quel moment. Et puis après, on va avoir des usages extrêmement spécialisés dans des verticaux. Et nous, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui en B2B, parce que c'est quand même notre ADN. Donc, c'est sur des verticaux qui vont être liés à de la supply chain, qui vont être liés à du suivi de camions réfrigérés. Et donc, on va suivre le camion réfrigéré et les capteurs qui sont dans le premier camion, dans la deuxième remorque, dans la troisième. Et est-ce que la porte est ouverte ou pas en même temps, etc. Donc, c'est vraiment sur ce genre de choses qu'on travaille aujourd'hui en LoRa. Effectivement, ça pose vraiment les deux questions que vous avez évoquées tout à l'heure. La première qui est l'harmonisation de cette technologie-là, parce que finalement, si on est 10, 20, 30 à travailler sur du LoRa, ça ne sert à rien, on n'arrivera à rien. On parle de mass market. Si on parle de mass market, ça veut dire qu'il faut qu'on soit des millions à l'adopter en France et à l'étranger. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier point qui fait que finalement, à un moment donné, on va basculer ou pas dans autre chose que ce qu'on a fait avec le RFID, parce que les cas d'usage sont un peu parfois similaires. Et le deuxième point, c'est le business model. Et là, à nouveau, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, et également, si on veut, en creux, finalement, le cas du RFID, qui est resté très élevé, enfin, un coût de revient finalement relatif qui reste élevé et qui empêchait également cette migration vers le mass market. Donc pour moi, les deux éléments de contexte, c'est vraiment cela, c'est l'adoption industrielle, l'harmonisation, qui va permettre de passer une autre dimension et qu'effectivement, on est tous des milliers d'objets connectés tout autour de nous, qui, je l'espère, auront un usage et un bénéfice direct. Ah, la valise connectée, si c'est pour la retrouver, ça va servir. Mais oui, ça pose aussi un autre problème, et je vais me tourner peut-être vers Philippe Dissler, qui sera peut-être aussi la dernière question que j'aurai le temps de poser ce matin, sur la net neutralité, parce qu'entre retrouver sa valise ou avoir une connexion permanente avec la voiture autonome qui, elle, aura besoin d'accéder au réseau en permanence, comment gère-t-on les priorités, et même au sein de la voiture autonome, la priorisation entre l'accès au réseau sécurité et le YouTube de mon fils derrière? Et l'ARCEP dans tout ça. J'ai envie de me tourner vers Anthony Whelan, je dis la Commission européenne d'abord, puisque dans le règlement, il fixe un certain nombre de principes pour aborder ce problème de neutralité qui pose le principe de non-discrimination entre les traitements des différents flux de trafic, mais laisse aussi la porte ouverte à ce que certains services spécialisés puissent bénéficier d'un traitement particulier dans des conditions bien encadrées lorsque c'est justifié. À partir du moment où on aura un réseau qui mélange à la fois de l'Internet grand public, best et forte, et des applications de sécurité, bien évidemment, il faudra trouver les mécanismes techniques qui permettent de garantir la qualité de service et la sécurité pour les différents flux.
Je crois que l'idée qu'il y a derrière, c'est que tout ceci doit se faire de façon concertée et transparente et que ces applications spécialisées ne doivent pas bénéficier de mécanismes au niveau du réseau qui dégradent effectivement le service d'Internet, c'est un grand public. Donc, comme d'habitude, tout est une question de proportionnalité entre les moyens qui sont mis au service d'objectifs, je pense que tout le monde partage.